Bonsoir tout le monde. Si vous regardez l'enregistrement audio ou vidéo, on est dimanche soir et un dimanche soir sur deux, on se retrouve avec Eliezer Sorodowski. Voilà. Et donc vous êtes en direct sur fr.linmod.org. Si vous regardez les replays, on vous conseille de venir avec nous participer aux vidéoconférences en direct, pouvoir poser vos questions, allumer votre caméra, ouvrir votre micro et poser vos questions en direct. Voilà, on va commencer dans quelques secondes. On va commencer la conférence qui traite ce soir du docteur Eldad. Voilà. Bon, alors je les enregistre. Une des idées de notre, qui est apparue lors de notre dernière réunion, qui a été émise par Brigitte, et là on a pensé beaucoup, c'est la... Israël Eldad. Oui. Eh bien, ça peut être choquant, ça peut être tonitruant, parce que cette personne est un idéologue pur. Idéologue pur. C'était véritablement la seule personne à savoir tenir tête et dans les joutes verbales idéologiques qu'il opposait au professeur Leibovitch. Il y a même un enregistrement de ces joutes, et vous pouvez le voir, un enregistrement qui a eu lieu à Maalot. Et encore quelques autres. C'était l'idéologue du Lehi, Lochamei Cherut Israël. C'était un penseur, un historien, un philosophe, un traducteur unique, mais qui était tellement identifié à une idée qui était très loin d'être politiquement correcte, que beaucoup de gens lui demandaient à écrire à une condition. Même d'être le rédacteur en chef de revues entières, à une condition. Anonymité. Que ton nom n'y figure pas. C'est toi qui vas faire sortir cela. J'ai amené ici quelques exemples. C'est toi qui vas écrire, c'est toi qui vas être le rédacteur, mais ton nom ne va pas figurer. Il était boycotté, celui qui, vous savez, qui l'a appelé pour lui expliquer pourquoi il a été licencié. Il venait d'être embauché en 1950 au poste d'enseignant dans une école terminale. Vous savez qui l'a appelé pour lui dire pourquoi il ne sera pas employé dans l'école en tant qu'enseignant de la jeunesse juive? Ben Gurion. Ben Gurion en personne l'a appelé en 1950 pour lui dire « Docteur Eldad, vous n'allez pas laver le cerveau de notre jeunesse israélienne. » Il a fait appel auprès de la haute cour de justice, ça s'appelait déjà le Bagatz, et il a eu gain de cause. Pas Ben Gurion, Israël Eldad. Ça n'a pas beaucoup aidé. Personne n'a voulu l'employer. Personne n'a voulu l'employer. Hein? Tout ça, c'est, comment dire, un amuse-gueule. Pour voir que c'était une personne qui, d'un côté, il a traduit tout Nietzsche en hébreu. Toutes les œuvres de Nietzsche, il les a traduites. Et quand on voulait lui accorder le titre de professeur, eh bien, vu que c'est quand même une figure contestée, eh bien, les gens ont pris conseil auprès d'un autre professeur, professeur Leibovitch. Professeur Leibovitch, est-ce que ils lui ont demandé, le docteur Israël Eldad mérite d'être lui aussi professeur? Et il faut savoir que les deux, c'était véritablement ils se rencontraient, je ne sais pas combien de fois, des plateaux de télévision et ailleurs, pour des joutes idéologiques, vraiment des combats idéologiques très, très, très durs. Très, très durs.
Et quelle était sa réponse? Il dit, vous savez, pour chaque ligne qu'il a traduite de Nietzsche, il mérite d'être professeur. C'était une personne d'un talent invraisemblable, d'une érudition phénoménale, à tous les niveaux, pratiquement dans toutes les, homo universalis, omniscient, omniscient, et d'un côté. Et de l'autre côté, il était toujours seul contre tous. Il était en opposition, même dans son parti, qui était, il n'a jamais fait partie véritablement d'un parti, n'a jamais été élu à la Knesset, mais même dans son mouvement, l'Echi, il était en minorité, toujours. Toujours en minorité. Il est presque en minorité vis-à-vis de soi-même. Pourquoi? Parce que ses idées étaient tellement aiguisées, tellement précises et déclarées et formulées avec tant de force et de précision que toute personne qui était à 1 millimètre à droite ou à gauche, c'est déjà plus ça. C'est déjà plus ça. Maintenant, pourquoi je pense que étudier une telle personne est d'une telle importance, bien que son influence politique ait été minime? Bien, il y a plusieurs raisons. C'est que on sent aujourd'hui, en Israël, mais pas seulement, partout ailleurs, un déficit idéologique. Même des positions auxquelles on adhère, on sent qu'elles sont formulées de manière pragmatique. Elles sont formulées en termes presque opportunistes. Il faut faire ça parce que l'inverse ne marche pas. Pas parce que c'est juste ou faux, mais parce qu'on a tout essayé, c'est ce qui reste. Alors il faut faire ça parce que ça apporte, je ne sais pas, des avantages en termes politiques, démographiques, économiques et autres. Le contenu idéologique laisse à désirer. Deuxième chose, c'est que sur toute une série d'idées, sur toute une série de thèmes, ces idées sont d'une pertinence invraisemblable. Invraisemblable. En préparant ce cours, j'ai lu un article qu'il a publié il y a exactement 30 ans, 1988, sur le Yom HaShoah, où il parle de la signification de la Shoah. On pourrait croire qu'il l'a écrit aujourd'hui. Si ce n'est il mentionne des personnes qui sont plus en vie, mais phénoménal. Phénoménal. J'ai amené ici ces commentaires sur la Gada de Pessah, qui sont aussi très, très, très forts. Et la dernière raison pourquoi je l'ai amené, parce que c'était une personne qui, autant elle était boycottée fin des années 40, début des années 50, autant il enseignait dans pratiquement toutes les universités dans les années 70-80. Toutes les universités. Tout le monde voulait l'entendre. Ses cours au Technion, des cours sur il s'appelait sur les sciences humaines, où il enseignait l'histoire du sionisme, l'histoire des martarot, et tout ça. C'était le cours le plus populaire dans tout le Technion. Il enseignait à Ben Gurion, à Yerushalayim, à Tel Aviv, partout. Partout, il enseignait. Et il était contre les grèves d'enseignants et de professeurs d'université. Il dit c'est amoral. Mais enseigner, c'est votre devoir. Ce n'est pas votre salaire. C'est votre devoir d'éclairer les esprits de la population. Comment vous faites la grève? Je ne sais pas, c'est comme des médecins qui feraient la grève. Mais
Alors, c'est comme si, je ne sais pas, les véhicules d'autres, il faudrait la grève. Maintenant, il n'y a plus de naissance. Non, il n'y a plus de naissance. Vous comprenez, c'était une personne très, très, très particulière. Et troisième, et peut-être encore une raison, il vient de sortir un livre, j'ai lu quelques extraits, un livre très intéressant, spectaculaire, de Ronen Bergman, sur, par exemple, toutes les tentatives de tuer Arafat. De tuer Arafat. Rafoul a essayé plus d'une fois, et beaucoup d'autres, le Mossad, etc. Combien d'histoires on voit qu'il était sur la mouche, et puis finir. Pourquoi? Et tous disent, tous ceux qui ont pu et qui ne l'ont pas fait, sauf Rafoul. Ils disent que, écoutez, il aurait été des dommages collatéraux trop lourds à porter. Il y a des personnes qui ont été tuées, qui ne sont pas véritablement des terroristes, etc., etc., etc. Combien sa vie nous a coûté de morts? Eh bien, on le sait. Rien que pendant la guerre d'Oslo 2000, 2001, 2002, il y a eu 1200 morts, 1280 morts juifs, israéliens en Israël, parce qu'on l'a laissé en vie. Maintenant, pourquoi je le dis? Parce que Lehi et Dr Israël Eldad, qui était son idéologue, il était pour les assassinats de personnalités politiques. Et ils ont eu pas mal de succès dans ce domaine. On va en parler, mais ça, c'est aussi un point à débattre. Est-ce que c'est légitime d'attenter à la vie de personnalités politiques, pas seulement de commandants terroristes, mais de commandants terroristes qui sont à la fois personnalités politiques. Est-ce qu'on peut attenter à la vie de Khamenei, de Rouhani? Est-ce qu'on peut attenter à la vie de Abou Mazen? Est-ce que c'est légitime, oui ou non? Dans la mesure où on sait qu'ils sont nos ennemis les plus farouches à ce temps, et alors, même s'ils occupent des positions, c'est par à l'ONU, etc., etc., eh bien, Israël a toujours été très, 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 très divisé à ce sujet. Et celui qui défendait la position de la légitimité du bien fondé de ces attentats contre les personnalités politiques, c'était Yair Stern, Yitzhak Shamir, et avant tout, Israël Eldad. Donc, on voit qu'il y a la pertinence de ses pensées, etc., et ses prises de position était très, très forte. Maintenant, si vous lisez le nombre de journaux qui ont été publiés, c'est phénoménal. Ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ça va du Dor Hayom, à Chazit, à Boker, les journaux du Lehi et du mouvement révisionniste, jusqu'à Haaretz, en passant par Yediot Achronot, Aouma, etc. Vous entrez sur le site qui a été ouvert il y a 5 ans, si je ne me trompe pas, sur le site Israël Eldad. Vous avez, ça ne finit pas tous les journaux où il a été publié. Ça ne finit pas. Son dernier article a paru 3 jours avant sa mort, à Yediot Achronot, en 1996. Des livres qu'il a publiés, énormément de livres, des journaux qu'il a publiés, des recueils, pas seulement des journaux, mais des hebdomadaires, des mensuels, etc. Il est né en 1910 en Galicie, austro-hongroise. Sa première leçon en politique, il l'a reçue en 1914. En 1914. À l'âge de 4 ans, quand son père, qui était mobilisable dans l'armée du Kaiser, Franz Josef, eh bien, il s'est caché pour ne pas être mobilisé.
Et quand son fils, il dit, papa, mais toi, qui es si courageux, qui prend position, etc., tu fuis ta responsabilité, etc., etc., etc. Son père de lui répondre, il faut savoir différencier entre les guerres. Il y a les nôtres et il n'y a pas les nôtres. Il y a les guerres qui sont, c'est pas nos guerres. La Première Guerre mondiale, ce n'est pas notre guerre. Vous comprenez? Quand vous entendez ça et que vous savez que 1 780 000 Juifs s'entretuaient pendant cette Première Guerre mondiale pour prouver leur, je m'excuse, foutue loyauté à la Serbie, à l'Austro-Hongrie, à la Russie, bon, à la Russie on n'avait pas le choix, à l'Angleterre, à l'Allemagne, à la France, à la patrie, à la schmatrie, à ce que vous voulez, eh bien, y compris des Juifs orthodoxes, hyper orthodoxes, il y a des romans à ce sujet qui, au nom de la Torah, au nom de la halakha, allaient tuer d'autres Juifs. Allaient tuer d'autres Juifs. Vous comprenez? Eh bien, pour prendre une telle position comme son père l'a prise, il fallait y aller. Il fallait être courageux, mais c'était sa première leçon. Il y a des guerres qui ne sont pas les nôtres. Maintenant, sa mère voulait qu'il soit à la fois philosophe et rabbin, ou rabbin et philosophe. Et son père voulait qu'il soit autre chose, mais je ne me rappelle plus quoi. Mais il a écouté sa mère, il est allé étudier la Torah et la philosophie à Vienne. Il l'a fait pendant 5 ou 6 ans à l'université de Vienne. Il est devenu docteur en philosophie. Pour finir, il a tout appris dans le Beit Midrash, mais il a refusé d'être rabbin. Il n'a pas voulu avoir la smicha, mais ses connaissances, il a publié des livres, des commentaires, des écrits sur la Torah, sur la Parashat Shavua, sur les fêtes, etc., mais sans le titre de rabbin, ce qui n'enlève rien à la qualité de ses commentaires. En 1930, après les pogroms de 1929 en Israël, il lit des poèmes de Uritzvi Greenberg et il comprend qu'il doit se mobiliser, qu'il doit s'engager, qu'il doit devenir sioniste en plein sens du terme. Pourquoi? Parce que sinon le Messie risque d'avoir encore 2000 ans de retard. Et pour que le Messie ne prenne pas encore 2000 ans de retard, eh bien, il faut l'amener. Il faut tout faire pour qu'il vienne. Il rejoint les rangs du Beitar et il devient un des commandants du Beitar dans la région où il habite. Il revient à Varsovie, en Pologne. Il est très ami avec Menachem Begin. En 1938, il y a un congrès du Beitar qui se passe en Pologne où émerge déjà la controverse entre ce qu'on appelle les activistes et les modérés. Les modérés qui appellent à tempérer vis-à-vis des Britanniques, à tempérer vis-à-vis des Arabes, ne pas réagir trop fort vis-à-vis de la vague terroriste qui balaie Eretz Israël à cette époque, de 36 à 39. Et il y a les activistes qui disent on ne peut plus compter sur les Britanniques, on ne peut compter que sur nous-mêmes. On ne peut plus compter non plus sur la politique du Yishuv, qui est une politique de Havlaga, de retenue. On doit répondre à la force par la force. Et de ce côté se rangent Menachem Begin, Yitzhak Shamir, Yair Stern, Israël Eldad. Au même congrès arrive Uritzvi Greenberg. Non, pas au même congrès, un congrès un an plus tard, 1939. Conclut, après la conclusion du pacte Molotov-Ribbentrop entre l'Union soviétique et l'Allemagne, il se lève sur la scène, Uritzvi Greenberg, le plus grand poète national que je connaisse, et d'un ton prophétique, alors que rien ne s'est encore passé, si ce n'est la conclusion du pacte,
Il dit, vous voyez ici la rivière Boug, la frontière ici, vous partagez Pologne, l'ex-zone de résidence. Eh bien, les Russes vont arriver jusqu'à sa partie orientale, les Allemands vont arriver jusqu'à sa partie occidentale, ils vont se rencontrer sur le Boug, et c'est comme ça qu'ils vont se partager l'Europe. Maintenant, où est-ce qu'on doit aller? On doit fuir le plus vite possible la partie qui va être conquise par les Allemands. Il le dit à une époque où la majorité des Juifs qui habitent là-bas se rappellent encore de la conquête allemande de la Première Guerre mondiale et ils disent, mais vous êtes fous, vous allez chez les communistes et vous fuyez les Allemands éclairés, vous êtes fous. Et Ruth Sigrinder, il dit, Khaverim, il faut fuir immédiatement, quand? Aujourd'hui. C'est ainsi que Begin et Israël Eldad, qui s'appelait à l'époque Shaib, Eldad c'est un surnom, c'est un sobriquet qu'il a pris ensuite, en l'honneur de l'explorateur et du voyageur juif Eldad Adani. Bon, il se retrouve à Vilna et pendant une fameuse partie d'échecs entre Begin et Eldad arrivent les amis du NKVD, c'est le KGB de l'époque. Ils arrêtent immédiatement Begin, qui était le commandant du Beitar en Pologne, c'est-à-dire le plus grand, il était d'abord en Tchécoslovaquie, ensuite en Pologne, et ils l'arrêtent, et ils disent à Israël Eldad, toi, on va venir te chercher dans une semaine. C'est-à-dire, on te donne une semaine pour fuir. Tu as exactement une semaine pour fuir, il fallait comprendre, il fallait savoir lire entre les lignes. Et puis, il fuit en 1941, chose pratiquement unique, très rare. Il arrive en Eretz Israël, lui et sa femme. Ils arrivent en Eretz Israël, toute sa famille, naturellement, périt pendant la Shoah, mais eux, pendant cette année où presque personne n'a fait son aliyah, lui, il fait son aliyah, eux, ils font son aliyah. Le 25 Shvat, ça va être le Shabbat. 25 Shvat, c'est le Yortzeit de Yair Stern. Ils ont publié beaucoup, ils font beaucoup de réunions cette année. Oui. Oui, pas mal de publications. C'est le Yortzeit du fondateur, de l'idéologue, de l'initiateur, du leader légendaire du Lehi, Yair Stern. Avraham Stern, surnommé Yair. Il est assassiné à Tel Aviv le 12 février 1942. Pourquoi est-ce qu'il est assassiné? Par qui il est assassiné? Il est assassiné par les Britanniques. Par les Britanniques, effectivement, parce que c'est le seul mouvement à tenir tête aux Britanniques. C'est le seul mouvement, alors que tous les autres, tous les Yishuv et le Beitar y compris, ils disent que pendant que les Britanniques font la guerre à l'Allemagne, on ne peut pas faire la guerre aux Britanniques. Il faut d'abord limoger la tête du serpent nazi. C'est ainsi que l'exprime Jabotinsky. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser dans l'armée britannique. Il y a 128 000 volontaires. 128 000 volontaires, c'est le tiers du Yishuv qui veulent se mobiliser dans l'armée britannique. Pour finir, il y en a à peine 10 000 qui sont reçus, etc. Mais cela dit, les meilleures forces, comme on va en parler Bezrat Hashem la prochaine fois, comme David Raziel, le Palmach est formé pour cela, le Beitar, etc., ils se mobilisent dans les forces de l'armée britannique, en Eretz Israël et hors des frontières d'Eretz Israël pour lutter contre les nazis, les Allemands et leurs alliés. Les seuls à livrer combat, seuls, ils sont quelques centaines, aux Britanniques à cette époque, c'est les gens du Lehi, c'est pour ça qu'ils sont pratiquement complètement limogés. Il y en a à peine quelques unités qui restent, quelques individus à peine qui restent en liberté. La plus célèbre d'entre eux, c'est Yoshua Cohen. Yoshua Cohen, pour ceux qui connaissent,
comment dire, on dévie un peu, mais bon, enfin bon, peu importe. Mais cela dit, après l'assassinat de Yair, eh bien, il y a 3 personnes qui prennent la tête du Lehi. C'est Yitzhak Yizernitsky, que vous connaissez tous, naturellement, Yitzhak Shamir. Il y a Nathan Yelinmo, que j'imagine vous connaissez beaucoup moins, qui était à la tête du département politique, on peut dire, des organisations, etc., et de l'organisation politique du mouvement. Et il y a l'idéologue. L'idéologue, c'est Israël Eldad. Israël Eldad, c'est en quoi est-ce qu'il est l'idéologue? Eh bien, quand on prend par exemple, là il y a un tout petit livret sur l'histoire du Lehi, vous avez ici ce qu'on appelle la Ikarei Atria, les principes de la renaissance. Comment vous l'avez dit? Non, pas survie. Tria, oui, résurrection. Le principe de la résurrection, ça sonne, je sais pas. Risorgimento. Ok, risorgimento, des principes, il principe del risorgimento. Va bene. Icaré Atria, c'est 18 principes énoncés par le Lehi sur lesquels doit être fondé pas l'État, la royauté juive. La royauté juive renaissante, et on va dire, le premier principe, c'est à Am, le peuple d'Israël est le peuple élu qui a créé la religion de l'unité, qui a donné la morale des prophètes, qui est porteur de la culture universelle, connu pour sa tradition d'héroïsme et de don de soi, etc., etc. Deuxième chose, c'est la terre. Troisième chose, c'est le peuple et la terre. Quatrième point, c'est la vocation, etc., etc. Et il y a beaucoup de points centraux à cela. Par exemple, la Adnout Ivrit. Adnout, c'est la capacité à être maître, c'est la souveraineté. C'est-à-dire, on doit être maître sur notre terre, etc. Il y a la centralité de la terre, de toute la terre d'Israël. C'est-à-dire, aucun compromis sur la terre, aucun compromis sur le peuple, qui peut être peut-être aussi hors des frontières de la terre. Non, le peuple, dans son entièreté, doit être concentré sur la terre dans son entièreté, avec son centre à Jérusalem, avec le roi, avec la Malchut. Le dernier article qu'il a publié à Yediot Ahronot, eh bien, il s'appelle, comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle, je vais vous le dire exactement, il parle quelque chose comme Malchut Tarshav, Darush Melch. Darush Melch. On demande, ce qui est exigé, c'est un roi. C'est déjà, vous entendez déjà la teneur de la chose, c'est sans compromis tout court, ni avec la réalité politique, ni avec la réalité tout court. C'est-à-dire, même, peu importe que maintenant les gens ne parlent pas en termes de monarchie, nous on va parler en termes de monarchie. Maintenant, qui est le commentateur qui écrit et publie les commentaires sur ces 18 principes? Israël Eldad. C'est-à-dire, c'est véritablement celui qui est le porte-étendard, le porte-flambeau de l'idéologie, de la pensée de Yair, et qui va la porter véritablement jusqu'à sa mort. Pas seulement jusqu'à sa mort, mais il a un continuateur, son fils, Chaver Knesset Eldad, Ari Eldad, David Ari Eldad, Ari Eldad, ils ont même publié des livres ensemble, c'était très
en lien très, 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 très étroit. Il y a beaucoup de livres que Eldad a publiés après la mort de son père, entre autres ce commentaire sur la Agada, Ayom Yotzim Mitzrayim, etc., etc. Donc, naturellement, il se fait arrêter très vite, en 1943. Il essaye de fuir la police britannique, ça ne marche pas. Il tombe du 4e étage. Il est couvert de, comment dire, de non, non, pas de plâtre. Il y a faut juste les yeux. Il est complètement couvert de plâtre, mais du moment qu'on lui ouvre la bouche, il continue à dicter des articles qui sont publics. C'est-à-dire que 15 mois, il passe plâtré. Complètement, de la tête aux pieds, il passe plâtré. Peu importe, il continue à générer des idées, à produire, etc. Et effectivement, bon, ensuite, après, en 1945, ils joignent avec le Lehi, le mouvement de résistance commune, Noatameri, avec le Hetzel, avec le Palmach, avec la Haganah, contre les Britanniques, contre les Arabes, etc., etc. Quand il y a le vote, je passe quelques étapes de sa vie pour comprendre quel était ce personnage avant d'aboutir à quelques positions idéologiques, quelques pensées avec lesquelles peut-être on va partir d'ici, mais qui sont très, très intéressantes. Enfin, peu importe. Le vote du 29 novembre 1947, le vote sur le partage de l'Eretz Israël, quelle est la réaction du Lehi? Quelle est la réaction de Israël Eldad? C'est la catastrophe. La catastrophe, c'est la catastrophe. La terre d'Israël est parcelée. La terre d'Israël est partagée, elle peut être divisée. Comment on peut se réduire? Et aucun compromis. Aucun compromis. Maintenant, après l'indépendance, alors que beaucoup de gens du Lehi et du Beitar ont déjà intégré Tzahal, il y a un endroit où ils ne l'ont pas intégré. Lequel? Là, l'indépendance n'a pas encore force de loi. Pourquoi? Parce que c'est désigné comme zone internationale. Jérusalem. Là, Beitar, Palmach, Lehi agissent de manière autonome. Chacun pour soi. Peut-être une des personnes les plus connues aujourd'hui du Lehi, que je recommande beaucoup d'écouter, c'est El Nakam. El Nakam, son nom, c'est pas son surnom, c'est Ezra Yachin. Oui. Ezra Yachin, personne fantastique, qui était mortellement blessé pendant la guerre d'indépendance, à qui on a fait une opération à tête ouverte sans anesthésie. C'est très joli, c'est très pittoresque, etc. Une personne fantastique, avec une verve invraisemblable. Vous pouvez l'écouter pendant des heures. Je vous le dis comme quelqu'un qui l'a écouté pendant des heures et plus d'une fois. Fantastique, etc. Pardon? On peut aller le voir, il habite à Jérusalem. Il habite à Jérusalem, vous pouvez l'inviter. C'est très intéressant, il est dans un immeuble. Enfin, ah oui, il habite à Beit Hanina, voilà. Beit Hashiva, une maison en plein centre d'un quartier arabe qu'ils ont acheté immédiatement après la guerre des 6 jours. Lui et d'autres compagnons du Lehi, personne fantastique, enfin, peu importe. En 1948, c'est-à-dire après l'indépendance, ces mouvements ont sauvegardé leur autonomie, surtout à Jérusalem. Maintenant, il y a à l'époque, je répète, après l'indépendance, un émissaire de l'ONU, un Suédois, qui s'appelle le comte Folke Bernadotte. Vous le connaissez. Maintenant, lui, il a pour mandat de conclure un armistice. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est un Suédois qui a des complexes de supériorité. Alors, il veut tout refaire. Tout refaire, y compris la décision de l'ONU, y compris naturellement le résultat des combats, les lignes d'arrêt de feu, c'est le feu, etc. Il veut donner la Jérusalem
à la Jordanie. Il veut faire entrer des centaines de milliers d'Arabes qui ont quitté Eretz Israël. Il veut couper de l'État juif tout le Negev, etc. Et il se prend très en sérieux, il est pris au sérieux. Et les gens du Lech, ils les prennent au sérieux. Et ils se rencontrent et ils disent, ça ne veut pas continuer comme ça. Et le 17 septembre 48, c'est-à-dire à peine 4 mois après l'indépendance, et il est assassiné. Le comte Bernadotte, il est assassiné. Sur quoi Israël Eldad dit que c'était le plus grand cadeau que les combattants du Lehi ont offert à l'État juif. 2 points, Jérusalem. Jérusalem, pourquoi? Parce que ce Bernadotte, dont on voit le bus à Yad Vashem, pourquoi? Parce qu'il aimait beaucoup les Juifs victimes. Alors il les amenait en bus, en Scandinavie, avant, après, etc. Mais des Juifs qui sont souverains, à la manière du Lehi, non, certainement pas à Jérusalem. Ça, c'était autre chose. Maintenant, 1950, 1940, suite naturellement à l'assassinat. D'ailleurs, ce n'était pas le seul. Ce n'était pas la seule personne qu'ils ont assassinée. Il y a encore une personne très célèbre qu'ils ont assassinée, c'était en 1944. C'était le ministre plénipotentiaire britannique en Moyen-Orient, le Lord Moyne. Le Lord Moyne, qui était, c'est pas seulement un antisioniste et antisémite, mais c'était quelqu'un qui a fait capoter le programme de sauvetage des Juifs de Hongrie, qui à l'époque étaient tous en vie. Il y avait des négociations qui étaient menées entre les gens du Yishuv et Eichmann, et pas seulement lui, mais à Budapest. C'est une histoire connue, les 20 000 camions contre 1 million de Juifs, etc. Les Allemands étaient déjà en retraite, et ils disent, on peut encore sauver quelques centaines de milliers de Juifs, hein, faisons-le. Eh bien, c'est ce Lord Moyne qui a tout fait pour faire arrêter tous les agents du Yishuv et ne pas leur permettre même d'aboutir, de faire aboutir les négociations, sans parler d'acheminer les Juifs de Hongrie en Eretz Israël. Il y a la fameuse phrase où il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec 1 million de Juifs en Palestine, etc., etc. Et puis, il y a donc deux Eliyahu qui ont été envoyés au Caire pour le liquider. Eliyahu Hakim, Eliyahu Betsuri. Il y a sur la fameuse chanson de Shulamit Livnat, Shir al Shnei Eliyahu, Eliyahu, lo ichtiu velo chatau, zeu Shir al Shnei Eliyahu, lo ichtiu velo chatau. C'est la chanson sur les 2 Eliyahu qui n'ont pas manqué, qui n'ont pas fauté. Qui n'ont pas manqué leur cible et qui n'ont pas fauté. Ils ont été attrapés, ils ont été jugés. Tous les Égyptiens étaient portés à organiser des manifestations en leur soutien. Les Égyptiens, Goïm, Arabes, soutien de ces 2 Juifs. Pour finir, ils ont été exécutés et leur corps était rendu après les accords de paix avec l'Égypte. Et celui qui allait les identifier, c'était Yitzhak Shamir. Et il a dit, ils n'ont pas changé, ils ont tout Rima, comme on dit, lo shalta begufam. Ils n'ont pas été mangés, etc., comme des tzadikim. Pourquoi les Égyptiens étaient pour? Parce qu'ils étaient contre les Anglais et parce qu'ils admirent des personnes courageuses et fières et qui savent tenir des discours sans compromis et sans s'excuser. Et d'autant plus que pourquoi ils ont été attrapés. Une autre raison, ils ont été attrapés parce qu'ils ont refusé de tirer sur le policier égyptien qui les poursuivait. Et c'est pour ça qu'ils ont été blessés, ils sont tombés de leur bicyclette, de leur moto et ils ont été arrêtés.
Mais c'est-à-dire, c'était comment dire, ils attentaient uniquement contre la puissance occupante, puissance britannique. D'ailleurs, ça, c'était une chose c'est la première en Israël à appeler les Britanniques une puissance d'occupation. Pas la puissance mandataire, mais des forces d'occupation. Ensuite, c'était le Hetzel, mais d'autres, dont jusqu'au dernier jour, n'ont pas pu franchir le pas et dire que les Britanniques étaient véritablement ici une forte puissance étrangère qui occupait une terre qui ne lui appartenait pas. Les premiers à le faire, c'était les gens du Lehi. Maintenant, il faut savoir, je ne veux pas présenter une image trop positive, c'est-à-dire ils étaient prêts à conclure des accords avec qui que ce soit avec l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie, c'est pas parce qu'ils pensaient véritablement que l'Allemagne nazie était au contraire, c'est-à-dire au lieu d'être les alliés des Britanniques contre l'Allemagne, on devait être, vu que notre ennemi essentiel, c'est les Britanniques, eh bien on peut être allié de l'Allemagne nazie contre les Britanniques. Vous comprenez? Donc c'était une position, il faut savoir, c'était une position qui n'était pas une position à laquelle très commode d'adhérer. Non. C'était des jusqu'au boutistes. Dès jusqu'au boutistes. C'était pas qu'idéologique, c'est-à-dire qu'ils ont mis des bombes et qu'ils ont tué aussi des civils en Israël. C'est pour ça aussi qu'ils se sont attirés les foudres. Oui, c'est-à-dire. Ils allaient jusqu'au bout, même, ils faisaient des actes mamach. Oui, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle en 53, il y avait. Des bombes, il y a eu, je crois, oui, il y a eu, mais cela dit, les civils, dans ce sens, eux, ils étaient plus des attentats politiques. Des attentats politiques, et ensuite, par exemple, il y a eu en 1953 ce qu'on appelle la Marteret Tzrifin. Marteret, c'est pas une résistance ou quand oui, eh bien, il y a eu des attentats contre l'ambassade tchèque en Israël et l'ambassade soviétique en 1953. Parce que à Prague, il y avait le procès de Lansky et à Moscou, eh bien, il y avait ce qu'on sait, le procès des blouses blanches, etc., qui étaient tous des procès hyper antisémites. Le procès de Lansky à Prague, c'est le procès de Prague, véritablement. C'était un procès de préparation, un avant-goût du procès qui allait avoir en 52, le procès des blouses blanches à Moscou. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés placer des bombes à l'ambassade tchèque et à l'ambassade soviétique. Et l'ambassade soviétique, ensuite, Staline a rappelé son ambassade, pas Staline déjà, c'était Khrushchev, etc., a rappelé l'ambassadeur. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement, c'est pas des gens si simples que ça. Vous comprenez? Et dans le Lehi, par exemple, vous avez le fameux triumvirat qui était à la tête du Lehi, Yitzhak Shamir, Israël Eldad et Yelin Mor. Eh bien, Yelin Mor, c'est devenu un communiste pro-soviétique qui voulait faire alliance avec le parti communiste. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'était des personnes très, très extrêmes et il ne faut pas trop idéaliser, bien que je pense qu'effectivement, de Israël Eldad, on a énormément de choses à apprendre. Énormément de choses à apprendre. Je continue. Ou bien vous pouvez des questions, quelque chose comme ça? Non? Top? On a liquidé Bernadotte. 1950, il commence à publier un journal de pensée et d'idéologie qui s'appelle Asulam, l'échelle, parce que c'est ainsi qu'il voit la vocation du peuple juif. Sulam, en référence au Sulam Yaakov, notre vocation, c'est de relier ciel et terre. C'est de donner une forme pratique à nos idéaux. Il écrit, et tous les gens écrivent et distribuent ce journal de manière complètement volontaire.
il ne dépasse jamais, si je ne me trompe pas, 1000 lecteurs. Mais il est publié pendant 15 ans. 15 ans, et c'est pas un journal, je sais pas, 10-20 pages. Non, c'est beaucoup de pages. Pour finir, il est seul à l'écrire dedans. Et c'est quelque chose, vous lisez ce qu'il dit, c'est des idées fantastiques, des idées d'une puissance rare. En 1951, s'adresse à lui une millionnaire, Paula Van Leer. Paula Van Leer, vous connaissez? Oui, bien sûr. Vous connaissez le centre Van Leer. Et il lui dit, écoutez, j'ai une proposition. Je veux que vous écriviez, décriviez notre passé tanachique sous une forme moderne, sous un style moderne. Édité comme un journal, ce qui s'est passé avec Abraham, ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, ce qui s'est passé avec Bar Korba, ce qui s'est passé avec... Décrivez-le, s'il vous plaît, sous une forme de journal. Là, bon, excuse, vous pouvez l'acheter parce que ça a eu il le fait, mais pardon, et elle lui dit à une condition. Docteur Eldad a une condition. Qu'on ne sache pas que c'est vous. C'est-à-dire, vous allez mobiliser les meilleurs historiens, archéologues, ethnographes, philosophes, bien entendu rabbanim, les spécialistes du Tanakh. Vous allez tous les organiser, vous allez rédiger tout ça, mais qu'on ne sache pas que c'est vous. Maintenant, regarde, je vais vous donner, bon, c'est bien entendu, c'est, oui. Regardez. Chaque fois que je les donne, chaque fois que je l'ouvre, c'est comme c'est de ça que ça s'appelle Divrei Ami, chronique nouvelle du passé. Ça sonne bien, nouvelle du passé. Là, voilà. Vous pouvez voir ici, par exemple, premier titre, Bar Korba Mashiach. C'est-à-dire la révolte de Bar Korba présentée sous forme journalistique. Alors, ensuite, on continue. Aoyev Borer Mirushalayim. L'ennemi fuit Jérusalem. Bar Korba Ishmid et Alegion Aromaï Akavbet. Bar Korba a anéanti la 22e légion romaine, etc., etc. Ici, Adrianus Mazik et Julius Severus de Britannia. Adrianus, le frère Adrien, appelle le commandant Jules Sévère de l'Angleterre, etc. C'est-à-dire, et là, bon, ça c'est les gros titres. Mais ensuite, vous avez les lettres à la rédaction, vous avez les piges, vous avez les, je sais pas, des choses, vous avez une possibilité de vous abonner. D'ailleurs, les premiers journaux ont commencé à apparaître à Rome, c'était véritablement à Rome de cette époque, mais bon, ça c'est une autre cause, hein. Etc. Et puis, sur les philosophies qui étaient populaires à l'époque, sur les visions du monde, sur combien coûte un esclave, sur le marché des esclaves, si je peux en acheter, eh bien, où il faut s'adresser. C'est des choses très, très, très vives. Et bon, pendant des années, c'était mon cadeau préféré pour toutes les bar mitzvot et bat mitzvot auxquelles j'allais. C'était quelque chose de fantastique. Et par exemple, ici, il dit Khazir, le cochon, Semel à Légion Assyrie, le symbole de la 10e légion. Qu'est-ce que c'était la 10e légion? C'était Prétensis qui était localisé où? Positionné où? Sur le Harabait. Sur le Harabait. À côté du Harabait, oui, je vais vous donner une preuve. Je vais vous donner une preuve. On a trouvé sur le Harabait, quand vous allez faire les fouilles sur la terre qui a été sortie du Harabait, eh bien, vous trouvez là-bas, on nous a raconté ça, des dés.
Dédé. Non, c'est ça. Dédé, comment on dit? Dédé à jouer. Dédé à jouer, comment on dit? C'est comme ça qu'on dit. Dédé à jouer. Maintenant, je comprends qu'on puisse trouver là-bas des brosses. Pourquoi? Pour brosser les bêtes avant le sacrifice. Je comprends qu'on puisse trouver là-bas des ossements, naturellement, de bêtes pures. Mais qu'est-ce que des dés à jouer font là-bas? Qu'est-ce que ça fait là-bas? Eh bien, les archéologues disent c'est la Légion. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils n'avaient rien à faire. Alors, ils jouaient. Ils jouaient au dé. Ils jouaient au dé, vous comprenez? Maintenant, je voulais dire encore quelque chose à ce sujet. Ça a été édité, ça a été publié en hébreu et en anglais. Vous pouvez faire passer, mais à condition que vraiment, parce que c'est un truc fantastique. C'était sous quel nom alors? Signé sous quel nom? Ici, il y a beaucoup de gens qui écrivaient. Beaucoup de gens, il y avait toute une. Non, il y avait des pseudonymes. Il y avait des pseudonymes. Un des pseudonymes, c'était celui de son frère qui a péri pendant la Shoah. Et d'autres, mais lui, avec son nom, il paraissait pas. Ça a paru pendant plusieurs années. Et c'était acheté à des millions d'exemplaires. Des millions d'exemplaires à cette époque. Les gens, ils étaient épris, c'était tellement fort, d'histoire, d'archéologie, vous comprenez, les fous, et le Tanakh, c'était une chose fantastique. Et c'est lui qui menait ça. Maintenant, pas seulement, vous pouvez trouver ça de l'époque de Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu, des Avot, de la sortie d'Égypte, du don de la Torah. Vous voyez, le don de la Torah présenté de manière très précise, mais sous forme journalistique. Souvent, il y a naturellement les faits, il y a les commentaires, il y a etc. Bon. Mais ça continue aussi jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au, je sais pas, mi-Moyen-Âge, même après. Non, même il parle 12e, 3e siècle, 14e siècle, fin Moyen-Âge, il parle là-bas des choses fantastiques, des choses très, très, très intéressantes. Ça, c'est ce qu'il a fait. On a parlé de Bar Kokhba. Il est très connu pour la polémique avec Yehoshaphat Arkabi, le général Yehoshaphat Arkabi, sur le bien fondé de la révolte de Bar Kokhba. 1982, publie un article, le général, ex-chef des renseignements de l'armée israélienne, il dit, oui, vous savez, Bar Kokhba, c'est un judaïsme suicidaire. Déclarer une révolte qui n'avait aucune chance d'aboutir, c'est lui le responsable de la véritable Shoah qui a eu lieu entre 132 et 135 de l'ère vulgaire. Où des millions de Juifs ont été... Vous lisez les chroniques des historiens romains. Nos historiens ne savent pas, parce que Flavius Joseph il parlait de la révolte de 66-73, mais de la grande révolte. Ceux qui portent témoignage de l'ampleur de la révolte, c'est soit les historiens romains, soit ceux qu'on nous découvre. Ceux qu'on découvre. Les quantités de corps qu'on découvre, d'ossements qu'on découvre dans les souterrains. On a découvert, etc. Oui, des centaines et des centaines de milliers, milliers de villes, de villages qui ont été anéantis. Alors, dit Yehoshaphat Arkabi, c'était absolument insensé. C'était une révolte absolument insensée, etc. Et tous ceux qui l'ont soutenu, eh bien, ils avaient perdu la tête. C'était quelque chose de suicidaire. Si ne s'est jamais vu, l'armée romaine a mobilisé la moitié des légions. Oui. Oui. Et pourquoi il le dit? Parce qu'il le dit parce qu'aujourd'hui, eh bien, l'État d'Israël doit lui aussi être rationnel. Être rationnel et ne pas se permettre des aventures de ce genre, et certainement pas éduquer la jeunesse dans l'esprit de Bar Kokhba. Maintenant, qui lui répond? Israël Eldad lui répond, et il y a tout un poulmous, qu'on appelle toute une polémique, et il dit, il a fait merde.
Mais si on avait renoncé à notre terre de bon gré, on n'y serait jamais arrivé. À l'époque, ils ont peut-être perdu. Mais leur victoire, ils l'ont remportée avec 1800 ans de retard. Et Rabbi Akiva et Bar Kokhba, à l'époque déjà, en déclenchant la révolte, semaient les graines de la victoire qui viendrait 2000 ans plus tard, 1800 ans plus tard. Parce que tous ceux qui venaient, tout le monde s'inspirait, comment ils appelaient leur mouvement? Bar Gior, Bar Kokhba, Bnei Akiva, tous s'inspiraient pratiquement de la révolte de Bar Kokhba. Et même plus que ça. En continuant ta logique, Yoshafat Arkabi, eh bien, les Maccabées non plus n'auraient pas dû se révolter pendant Hanouka. Eux aussi, rationnellement parlant, n'avaient aucune chance. Efes, Kafoul, Efes. Shum Sikouy. Et pourtant, et s'ils n'étaient pas révoltés, qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé? Bon, vous comprenez, c'est lui qui tient tête, il serait docteur Israël Dat, pas seulement à Leibovitch, mais à Yoshafat Arkabi, à tout ce état d'esprit qu'il appelle défaitiste. En 1964, pour finir, il se fait embaucher, il se fait payer par qui? Ah, c'est fantastique. Par Haaretz. Haaretz. Par les propriétaires de Haaretz. Pour faire quoi? Pour traduire Nietzsche. Il traduit tout Nietzsche. Ça lui prend des années. Il traduit tout Nietzsche, bien sûr, il est payé, etc. Je crois que le dernier livre, c'est par les Zarathustra, peu importe, dans les années 70. Maintenant, après la guerre des 6 jours, on en a déjà parlé plus d'une fois, est fondé le mouvement pour le Grand Israël. Vous savez ce qu'il aurait répondu? Grand Israël. C'est ce qu'on appelle Grand Israël. Eretz Israël Shlema, Grand Israël. Grand Israël. 1 heure de route entre. Eretz Israël Shlema. Et c'est là qu'il retrouve tous ses vieux amis. Par exemple, Isser Harel, l'ex-chef du Mossad qui le poursuivait. Moshe Shamir, Chaim Gouri, Zichrono Libracha, etc. Et ils les retrouvent tous. Ils les retrouvent tous là-bas. Et ces anciens rivaux, ennemis, etc. Enfin, pas tous, mais bon. Mais, c'est-à-dire, il sait aussi parfois être, joindre les rangs. Pas seulement être en opposition, mais croyez-moi, ça ne va pas durer trop longtemps, parce que avec la montée au pouvoir du Likoud, ex-Kherut, ex-Gachal, et avec son ami d'enfance, véritablement, Menachem Begin, du moment que il conclut les accords avec l'Égypte, alors c'est la scission, c'est la division. Il commence, c'est dans son appartement qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici, dans Rehov, je crois, Ibn Ezra, Aboulafia, Rechavia. Il habite à Rechavia. C'est là-bas qu'est fondé le parti Tria. Le parti Tria avec Yehoula Cohen, avec Yuval Neheman, avec le Rav Hanan Pora. C'est là qu'il est fondé pour, contre toute cession sur Eretz Israël,
contre naturellement le démantèlement des localités juives au Sinaï, contre la reconnaissance et l'octroi de l'autonomie aux Arabes de Judée-Samarie. Mais ce qui est intéressant, c'est que même fondé, ce parti, une fois fondé, Dr Israël Eldad est mis de côté. Et il n'est pas élu à la Knesset. Il n'est pas non plus élu à la Knesset. Il continue dans les années 80, les années 90 à écrire, à parler. Il a une tradition. L'histoire raconte que tous les 9 Av, on a parlé de la révolte du Bar Kokhba, tous les 9 Av, il venait au musée d'Israël. Musée d'Israël, musée en Artsot Amikra, un peu plus. Musée en Israël, parce que dans les années 80, on avait découvert le buste d'Adrien. Le buste d'Adrien, et actuellement, on l'a emmené au musée, il venait le voir tous les 9 Av, tous les jours de la destruction du temps, et Adrien, tu as appelé cette terre Palestine, et tu as appelé cette ville Aelia Capitoline. Regarde où tu es. Tu es dans le musée d'Israël avec vue sur Jérusalem. Où toi tu es et où nous. Et on raconte cette histoire sur d'autres personnes, sur Yosef Klausner, mais lui, d'après ce que je sais, il le faisait. Il le faisait réellement. Et combien de temps on a encore? On a encore un peu de temps. Il faudrait peut-être, vous avez quelques questions après ce bref entre guillemets historique, où on passe à quelques citations, Comment il pouvait enseigner dans des universités qui étaient plutôt gauchisants? Il était. Vous voulez dire que ça, on peut en apprendre quelque chose sur la nature des universités à cette époque. Bon, tout d'abord, même aujourd'hui, vous avez des universités qui sont très de gauche, mais on enseigne des personnes de droite. Pourquoi? Parce que c'est des enseignants qui sont très, très, très talentueux. Pas parce que c'est des universités pour qui la parole de Voltaire fait œuvre de loi, de règles, non, pas du tout. Mais véritablement, c'est des gens qui sont attirés par que les étudiants aiment, qui sont presque incontournables, véritablement presque incontournables. L'autre chose, il n'a jamais été véritablement une personne qui était identifiable à un parti spécifique. C'était avant tout une personne de pensée. À l'époque, on aimait beaucoup les combats de pensée. Entre lui et le professeur Leibovitch, c'était une tradition et on les invitait et ils venaient. Et ne pas lui donner parole, c'est ne pas valoir grand-chose. Vous comprenez? C'était aussi parce que, effectivement, ce n'était pas dans les années 50. Dans les années 50, Ben Gurion l'interdisait. Ben Gurion ne lui donnait pas parole, même pas dans une classe d'élèves. Mais ensuite, dans les années 70, 80, eh bien, c'était différent. Okay. Pourtant, Ben Gurion, il a bien proclamé l'État d'Israël, alors que c'était aussi une gageure et une aventure complètement irréaliste. Ça, c'est un. Mais vous nous avez dit tout à l'heure que la première raison pour laquelle vous vouliez parler d'Israël Eldad, c'était que maintenant, nous sommes dans un monde sans idéologie. Est-ce que vous voulez dire par là qu'on doit adopter des idéologies qui sont quand même anciennes, comme celle d'Israël Eldad? Ou alors elles sont intemporelles? Laissez-moi lire quelque chose pour vous répondre.
Ça a été publié dans Haaretz en 1988. Avant, avant le jour de Yom HaShoah, où il parle de la Shoah. Alors, vous allez me dire si on peut apprendre quelque chose de son idée, oui, oui ou non. Je ne peux pas tout traduire. Donc, je n'ai pas pu préparer, c'est-à-dire traduire. Je peux préparer, mais ça va être quand même simultané, où il parle de la catastrophe de l'oubli. Shoah Tashichecha. Du point de vue de la nature de ce qui s'est passé, tant qu'il n'y a pas de révolution, tant qu'il n'y a pas de zazoua, comment dire zazoua, de bouleversement, merci, tant qu'il n'y a pas de bouleversement spirituel, mental et même physique qui pourrait être comparé à un tremblement de terre, eh bien, règne l'oubli. C'est-à-dire, si notre mémoire de la Shoah est dénuée de bouleversement, de reconsidération totale de nos prises de position préalables, eh bien, c'est comme si on l'oubliait. Il commence par dire une chose qui même elle ne va pas de soi aujourd'hui. Chaque personne qui parle de l'État d'Israël comme du résultat de ce traumatisme de la Shoah ne comprend rien au sionisme. Le sionisme est apparu pas comme résultat de l'extermination des Juifs, mais pour prévenir, pour empêcher cette extermination. Il est apparu des générations avant. Il a échoué dans cette tâche. L'État d'Israël est né avec 10 ans de retard. Il y a un oubli qui est particulièrement dangereux. L'oubli de la surmémoire. L'oubli de la surenchère de la mémoire. Je fais référence à la volonté de se rappeler de tous les détails les plus minutieux de la Shoah. Pourquoi faire? Pour en oublier l'essentiel. C'est-à-dire, je saurais combien il y a eu effectivement de personnes exterminées dans chaque camp. Quand c'était la Shoah par balle, et quand c'était la Shoah par asphyxie, et quand c'était la Shoah par gaz, et quand c'était ça, et qui étaient les commandants de tous ces camps, et qui était effectivement en charge, et qui donnait les ordres à qui, quand est-ce que ça commençait, est-ce que c'était une politique fonctionnaliste ou intentionnaliste, etc., etc. Mais j'oublierai l'essentiel. Et là, on va voir qu'est-ce que c'est l'essentiel. Qui pourrait croire, par exemple, que là, vous allez être choqué, vous avertis, que l'architecte de cette sorte d'oubli n'est nul autre que professeur Elie Wiesel, Zichrono Livracha. Pourquoi? Professeur ex-catastrophe. En première vue, toute son œuvre est consacrée à la conservation et la perpétuation de la mémoire de la Shoah. Mais ce n'est pas plus que, comment dire,
on se trompe. Pourquoi? Parce que malgré toute sa sympathie pour l'État d'Israël, il est devenu un adepte de l'exil. Un adepte de l'exil. Il est venu en Israël, il est ami de tous les premiers ministres, il est ami entre autres personnels de Yitzhak Shamir, mais il est resté à l'exil. Et la leçon qu'il n'a pas tirée de la Shoah, c'est la nécessité de quitter l'exil. L'exil, à ses yeux, n'est pas une réalité atroce et triste, qu'il est pas facile à surmonter, mais c'est une idée. L'exil est une idée, l'exil n'est pas une géographie. Et c'est ainsi que le peuple juif dispersé a une vocation particulière en tant que porteur de la délivrance de tous les asservis de ce monde. Ou partout. Où doit être le peuple juif? Partout. Vous comprenez? C'est une idée assez forte. Maintenant, ça ne se termine pas ici. Il y a une autre sorte d'oubli, presque à l'opposé, qui est plus spécifique au monde juif religieux et ultra-orthodoxe en Israël et en diaspora, avec toutes ces yeshivot et avec tous ces cours chassidiques. Ces personnes qui sont les descendants de martyrs Gdoshim, de Gdoshim, continuent à vivre comme si rien ne s'était passé. Comme si rien ne s'était passé. Comme si rien ne s'était passé avec le peuple juif qui était à donner corps et âme à la Torah. Peut-être ici ou là, ils ont ajouté la prière de Iskor, mais rien de plus. Vous croyez que ça s'arrête ici? Vous vous trompez. Moi, je crois que ça va être un peu plus loin. Ils continuent à s'habiller et à se comporter comme s'ils étaient en monde de l'Est. Oui, c'est une sanctification. Vous comprenez? C'est-à-dire l'histoire et ce qui se passe dans l'histoire n'a aucun sens. N'a aucun sens. C'est la même chose que dit le côté. Vous savez, on peut censurer toutes les Makot Mitzrayim. On peut censurer toute l'histoire sur le Yehor, le Nilus, dans lequel nos enfants étaient jetés. Non, il faut effacer ça. Vous comprenez? Vous continuez à vous conduire comme s'il n'y avait pas d'histoire, comme si rien ne s'était passé, comme s'il ne manquait pas 6 millions de juifs. Vous comprenez? Mais il ne s'arrête pas ici. Oui, on peut dire deux choses. D'abord, sur la précision du souvenir de la Shoah, il est très important d'être extrêmement précis. Je comprends pas bien la leçon qu'il peut donner, mais la précision est essentielle pour couper l'herbe sur les pieds des négationnistes. Parce que c'est un thème extrêmement important. S'il y a des approximations dans le souvenir de la Shoah, c'est la porte grande ouverte au négationnisme. Pour raconter ces dates, regardez ce qu'expliquent les historiens. C'est pas ce que vous dites. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne le deuxième point sur les orthodoxes, il y a aussi tout un état d'esprit dans ces lieux, me semble-t-il, qui consiste à reconstituer ce qui a été pour prouver la pérennité du Ham Israël. C'est aussi une idée qui se défend aussi. Je ne suis pas du tout de ce bord, mais c'est une idée qui se défend. C'est-à-dire, vous avez quoi répondre. Il y a fait mais cela dit, même quand vous prenez le parti de la pérennité, qui est une chose très juste, est-ce que vous vous posez la question de ce que vous avez oublié en 1938 ou 39 et ce qui a permis ce qui s'est passé de 39 à 45? Surtout qu'ils ont oublié ce qu'ils ont oublié de dire avant, bien avant. Vous comprenez? Est-ce que quelque chose n'a pas été oublié? Et ça, ce dont parle le Rav Shlomo Issachar Teichtel. Vous l'avez vu en français, on a tout. Il se pose la question, alors qu'est-ce qu'on a oublié? On a tout fait. Il y a une chose qu'on a oubliée.
Une chose qu'on a oubliée. Ça Raktsat. a coûté cher. Ça a coûté quoi? Eretz Israël. Sinon, on ne sera plus de tout. Ken. Oui, vous parliez des divisions. La Shoah, pour les nations, c'est une remise en cause complète de toutes les valeurs, une remise en cause complète de la morale, de l'éthique. Et finalement, quelque part, Elie Wiesel ou Simone Veil en France, qui tenait un petit peu ce rôle de religion de la Shoah, en restant finalement et en témoignant, redonne une bonne conscience finalement. Ça évite une remise en cause trop complète de toutes les valeurs humanistes, entre guillemets, toutes les valeurs occidentales. Mais au fond d'eux, ils savent qu'il y a un bouleversement de toutes ces valeurs. Il suffit de voir même cette année, le prix Goncourt, le prix Renaudot, ce sont des livres qui sont encore et encore. Alors, Ça, c'est parce qu'on aime bien les juifs morts. Hein, mais là, Il y a quand même, Shmuel Trigano a écrit un livre sur ce sujet en parlant de site, en montrant très bien qu'à force de montrer des petites chaussures et des petits trains, ça dédouane tous ces peuples-là pour devenir encore plus antisionistes. Parce que les petites chaussures, vous pouvez les trouver aussi à Ramallah. Vous comprenez? Vous pouvez les fabriquer. Si cela ne tient qu'au détail, avec toute leur importance, il ne faut pas que ce soit un détail sous forme de feuille de figue qui cache l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ça qu'il faut dire. Et l'essentiel, c'est la leçon qu'on tire de la Shoah. La leçon qu'on tire pas seulement en tant que universelle, remise en cause de toutes les valeurs, etc., remise en cause de la place géographique avant tout du peuple juif. Avant tout. C'est-à-dire pour le peuple juif, la conclusion, Chaverim Abaïta, et pour les Goïm, la conclusion, les Juifs Abaïta. Je pense que c'est intéressant de remarquer aussi que ce que dit Israël Eldad, son analyse, c'est exactement l'analyse que faisait Manitou dans Arichat Hayamim sur la Shoah. Exactement. Ça, c'est très intéressant de le dire. Exactement. Je ne l'ai pas noté, mais c'est une chose intéressante. Et ensuite, sa critique, il la poursuit. Et ce n'est pas qu'une proposition pour quelqu'un. Il dit l'État d'Israël n'a lui non plus pas échappé à l'oubli. C'est ce qu'il dit. L'État, il est clé en 88, je rappelle. Le système d'éducation en Israël évite de souligner la thèse essentielle qui soutient Israël. C'est-à-dire, c'est que l'exil en tant que tel, quelle que soit sa forme, représente la maladie, la tragédie, la pathologie, la catastrophe. Et vous ne pouvez pas parler de la Shoah sans parler de la Shoah par la présence. Comme par exemple, quand Sharansky ou autres, il a parlé, ou d'autres, ont parlé de la Shoah tarboutit vis-à-vis des Juifs américains, qui s'effacent, se diluent à 30, 50 000 par an. Ils l'ont fustigé, mais comment tu oses parler, etc. Vous comprenez? Mais là, c'est pour ça qu'on a tellement besoin de gens qui disent la vérité telle qu'elle, sans faire de compromis. On a besoin de leur argent, on a besoin de leur soutien, on a besoin de ci, mais pour eux, de dire, vous vous éteignez. Si vous ne vous réveillez pas, eh bien, vous n'aurez pas un seul enfant juif dans une génération. Pas un seul grand petit-fils, petite-fille juive. Je vous racontais l'histoire. C'est peut-être ce qu'ils veulent, ils s'en fichent. Il y a Choliot, mais moi, c'est peut-être, mais si vous vous faites représentant de l'Amérique, ce n'est pas un problème. Mais alors, qui va parler au nom du peuple juif? Moi, je suis représentant, pas seulement de l'État d'Israël, mais c'est un État juif, le représentant du peuple juif. C'est moi qui dois parler au nom du peuple juif, pas au nom je sais pas, du syncrétisme, Hanukkah Christmas, Shmanu Christmas, peu importe. Non,
je parle au nom du judaïsme, sionisme pur, Nekuda. Ça vous dérange, mais c'est votre droit, pas de problème. Mais si ça vous dérange, c'est peut-être que c'est aussi un petit peu vrai. Vous comprenez? Donc ça c'est ce qu'il écrit. Ça, c'est ce qu'il écrit, c'est-à-dire avec plein de critiques. Et il continue, c'est ainsi que l'oubli le plus terrible pour nous et pour la diaspora. Oublier quelle est la conclusion à tirer de la Shoah cause un tort à nous et à la diaspora. La mémoire qui n'implique pas de choix véritable n'est pas plus qu'une forme très astucieuse d'oubli. C'est-à-dire être là à écrire never again, plus jamais ça, etc. Bon, on va prendre un sandwich, c'est combien ici là? Plus jamais ci, plus jamais ça. Shum davar, loch avec lui. Loch avec lui. La mémoire, elle oblige. Hashem, vaïfkod et amo, vaïskor et asher asa, vaïskor. Le zikaron de Kadosh Baruch Hu implique une révolution de l'être. Ça veut dire, quand vous entendez ça, dans la Torah, vous dites, hop là, quelque chose va se passer. Quand vous entendez never again, rien ne va se passer. Rien de bien. C'est même le contraire, parce que les goïms, ils en ont assez de ça. Bien sûr. Il y a une émission actuellement en France, un docteur qui s'appelle Michel Sim, qui est très populaire, qui fait plein d'émissions. Il s'avère que ses deux grands-parents sont morts à Auschwitz. Alors là, pour la commémoration du Yom HaShoah, il a fait 2-3 émissions sur Mengele, comme les docteurs lui-même. Donc, il est parti à Auschwitz, il a montré le bloc 10, où il y a eu toutes les horreurs qui ont été perpétrées sur on appelle ça les opérations, les choses comme ça. Et bien, en France, je ne sais plus qui, une personnalité très haut placée a dit, mais on en a marre. Je veux dire, ça suffit de parler de ces choses-là, on connaît. Je veux dire, et lui, il a dit, je suis désolé, il faut en reparler, en reparler. Les publications intellectuelles, Télérama et le Monde. Il a eu une impression incroyable à son émission, en disant, les gens, ils ont dit, on en a assez de ces choses-là. Bien sûr. Et lui, il ne comprend pas. Il est juif en France et il veut parler de ça. Ses grands-parents sont morts. Mais il ne comprend pas que ça s'arrête là, quoi. C'est tout, ça s'arrête là. Ils n'arrivent pas à dépasser leur... Dans l'Israël, la jeunesse ne veut pas en entendre parler non plus. Mais vous comprenez que c'est un débat. Pourquoi je dis qu'aujourd'hui c'est tellement pertinent? La jeunesse, elle veut encore entendre parler, mais peut-être qu'elle ne veut pas entendre parler dans la manière dont c'est dit. Mais quand vous dites aujourd'hui, avec le débat sur les... pardon? Non, même pas la Pologne. Non, la Pologne, ça va encore... Sur les gastarbeiter. Sur toute la campagne, sur les gastarbeiter qui viennent d'Afrique. Ah oui. Tous les infiltrants qui viennent d'Afrique, et bien, ils disent, mais comment est-ce que vous pouvez vous permettre de les renvoyer? Peu importe, on les renvoie avec argent, ayant garanti absolument tout ce qui peut être garanti, Ouganda, Rwanda, etc. Peu importe, on fait œuvre de nazis. Mais ce n'est pas seulement Jonathan Geffen, c'est le muséum de Beit Lochamei Getaot. C'est lui qui dit ça. Vous comprenez? C'est le député du chef d'état-major qui dit ça. Le rapprochement entre cette jeune Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est l'oubli, parce que du moment que tu fais la même chose entre une pendaison et un ongle qui s'est brisé, eh bien, tu oublies la pendaison. Oui, c'est même pas un ongle qui brise, c'est un ongle qui a été peint, mais pas de la couleur dont il pouvait être peint, peu importe. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a là, comme il appelle, Shoah Tashichecha. Dites-moi si c'est pertinent ou si ce n'est pas pertinent. Dites-moi si le jour 26 ou 27 janvier, la manière dont il est célébré dans le monde, si ce n'est pas ce qu'il dit ici.
Dites-moi si le débat qui se fait aujourd'hui en Israël, ce n'est pas un débat entre la volonté de se rappeler et la volonté de l'oubli, la volonté d'effacer toute différence véritable entre la Shoah, etc. Donc, maintenant, je voudrais peut-être une dernière chose, hein, je voulais citer beaucoup plus de choses, mais Alayla Yotzim Mitzrayim, Agadat Israël Eldad et Gionot Pesach. C'est tout un truc sur ces commentaires sur l'Agadat Shel Pesach. Alors bon, je vais dire une chose qui est dans le milieu francophone, elle est assez connue parce que je crois, c'est le Rav Zini qui en a parlé. Mais là, vous voyez, vous connaissez toute l'histoire. Tous les Chachamim, Rabbi Akiva, Ben Zoma, Ayou, Mesubim, Bnei Brak. Ayou, c'est Bnei Brak. Pourquoi? Jusqu'à ce que les étudiants viennent et leur disent, hop, Igi Azman ki atma shel shacharit. On le lit comme ça. On a faim, il faut commencer. Quand on regarde, Magid, mais question, pourquoi? Les Gdoïlim, ils se rassemblent entre eux, ils ne sont pas chacun dans sa communauté, ils ne sont pas chacun dans sa famille, avec ses étudiants, etc. Et d'autre part, ils ne voient pas eux-mêmes quand le soleil se lève. Pourquoi ils sont en cachette? Où ils sont pour ne pas voir le soleil qui se lève? Qu'il y a ici leur étudiant, peut-être en sentinelle, qui doit aller. Vous comprenez ce qui se passe ici? Vous comprenez ce qui se passe? Il le dit. Autant là, cette même nuit, ils ont parlé de l'Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, Achadasha, la nouvelle. Rabbi Akiva Massar Din Bechashbon ala Kochot Aomdim Lirchutein. Rabbi Akiva a donné un compte-rendu des forces qui sont en notre possession de Bar Korba. A Yeshiva historique Nistaima Bebirkato. Et cette Yeshiva historique s'est achevé avec sa bracha. Ken Hashem Elokeinu Veloke Avoteinu Yegiyeinu le Moadim ou le Chgalim Acherim, etc. C'est-à-dire ce qu'il dit, c'est qu'en fait, la Haggadah nous fait part de la préparation de la révolte de Bar Korba. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous pouvez, il était le porte-étendard, Rabbi Akiva, il ne peut pas parler de Bar Korba comme Mashiach. Vous comprenez? Tout d'un coup, il revêt cette chose qui est un peu ahistorique, qui est un peu très élevée au-dessus du temps et au-dessus de l'espace, et il dit non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, il nous donne un message de l'actualité, de l'éternité de la sortie d'Égypte, et en son temps, c'est Bar Korba contre Adrianus, Shrikatzamot. Vous comprenez? C'est ainsi qu'il faut le lire. C'est ainsi qu'il faut le lire son commentaire sur les quatre fils. Sur les quatre fils, il est fantastique. Il est d'habitude, il y a les quatre fils, il y a tous les commentaires, mais non, c'est toutes les étapes de développement de la personne. Quand tu es enfant, tu es table, quand tu es et ensuite tu es chacham, ensuite tu es rachat, ensuite tu es chacham, etc. Ça, c'est une chose très typique. Il dit, il faut savoir, Chaverim, que les chachamim, ils sont toujours en minorité. Minimum 1 contre 3. Minimum 1 contre 3. Parce que tous les autres, le Tam et le Sulede du Shalagmara l'appellent d'ailleurs le Tipesh, ils sont avec le rachat. Ils sont avec le rachat. Et qu'est-ce qui fait du Chacham, le Chacham? C'est pas seulement qu'il est Chacham, mais qu'il sait quelle question il faut poser. Ma ha'edot va'chukim va'mishpatim ha'ele lachem. Quel est son témoignage? C'est un témoignage de quoi? De ces faits, de ce qui s'est passé. Quels sont les faits qui témoignent de l'éternité du peuple juif? Et comment je les rends pérennes, actuels, pérennisés? Comment je les active? Je ne demande pas des choses à part. Pour revenir à ce qu'on a vu sur la Shoah, quel est l'essentiel? Pas les détails. Quel est l'essentiel? Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il est le Chacham, c'est pour ça qu'ensuite il emporte la victoire sur les autres, à Keitchenav et compagnie. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est une vision très,
et des commentaires très actuels, très historiques et très centrés sur la Zgulat Israël. Si on parlait de quel est l'essentiel, l'essentiel de sa pensée, c'est Zgulat Israël. Zgula, c'est-à-dire l'unité, l'élection d'Israël, c'est soit les Zgula, soit les Istagel. C'est-à-dire les Istagel, c'est s'assimiler, soit être singularisé de la Shon Segula, soit s'assimiler. C'est sa pensée. Il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Je pense qu'au niveau idéologique, on n'a pas besoin d'être jusqu'au boutiste, mais avoir une position idéologique, une position d'idée, c'est très important à une époque, surtout quand le combat véritable s'avance en combat d'idées spirituelles. Pardon? Il est décédé il y a 22 ans. 96. Vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'enregistrements, beaucoup de trucs, énormément, vous pouvez le voir, c'est très conseillé. Et ce livre aussi très conseillé, Je vous ai raconté que mon grand-père, au moment de l'assassinat de Lorban, il était